Dans la vidéo précédente, vous avez appris à récupérer les prix de clôture de toutes les entreprises qui constituent l'indice boursier S&P 500 aux États-Unis. Dans cette vidéo, je vais vous faire un petit rappel. On va récupérer les données de toutes les entreprises de la bourse de Berlin, c'est-à-dire l'indice boursier DAX. J'ai la page Wikipédia qui me donne une table des composants de cet indice. Vous avez par exemple une colonne logo que nous n'allons pas utiliser. Vous avez la colonne compagnie qui indique le nom de l'entreprise et vous avez aussi la colonne ticker qui indique le symbole en bourse de l'entreprise. Et donc, c'est cette table que nous allons récupérer à partir de Pandas et nous allons utiliser les deux colonnes compagnie et ticker. Comme pour le S&P 500, j'ai écrit une fonction toute simple. Une fonction qui me permet de lire la table donc en utilisant la méthode read HTML de Pandas. Et puisque la table est le cinquième élément, c'est la cinquième table de cette page Wikipédia. Donc, première table, deuxième table, troisième table, quatrième table et cinquième table. Elle est donc d'indice 4. Vous savez que dans Python, on commence à compter à partir de 0. Donc, le premier élément est d'indice 0. Ça veut dire que le cinquième élément est d'indice 4. Donc, d'où le crochet 4. Ensuite, je vais lire les tickers et les stocker dans une liste. C'est ce que j'ai fait. Et je crée maintenant un dictionnaire où les tickers sont les clés et les noms des compagnies, dont les noms des entreprises sont les valeurs. Et je retourne donc la liste des symboles et le dictionnaire en question. Donc, si j'exécute la fonction, ça va me donner ceci. Je fais tickers. Je fais par exemple das tickers das tit. Ce sera égal à ma fonction get das component que j'exécute. Donc, je peux vous montrer les tickers. Donc, voici les tickers des entreprises qui constituent la bourse de Berlin. Je peux compter leur nombre. Il y a 40 entreprises. Et je peux aussi afficher le dictionnaire. Donc, j'affiche le dictionnaire. Voilà. Donc, vous avez, pour chaque paire clé-valeur, vous avez la clé. Donc, le symbole de l'entreprise qui est la clé et la valeur qui est le nom de l'entreprise. Par exemple, ADS.DE, c'est le ticker dans le symbole de l'entreprise Adidas, etc. Voilà comment vous pouvez récupérer les données de la table qui se trouve dans Wikipédia. Maintenant, nous allons utiliser cette fonction pour récupérer les données de Adidas, par exemple. La société Adidas, si je dis Adidas, je vais utiliser la fonction load data que nous avons créée dans la première vidéo, si vous vous rappelez. Donc, je vous montre rapidement la fonction load data. Voici la fonction load data qui utilise la méthode DONLA du paquet IK Finance pour récupérer les données. Vous avez besoin du symbole, donc du ticker, d'une date de début et d'une date de fin. Donc, si je veux récupérer les données de la compagnie Adidas, je suppose que je ne connais pas le ticker de la société Adidas. Qu'est-ce que je fais? Je dis df Adidas, ça va faire load data. Le premier argument, c'est le symbole qu'il faut mettre. Le symbole, je ne le connais pas, mais je peux le retrouver grâce à ma fonction que j'ai créée. Donc, je vais dire c'est forcé in das tickers. Donc, das tickers.keys. Donc, je dis parcours-moi toutes les clés du dictionnaire das ticker. Et si une clé a pour valeur Adidas, tu me retrouves cette clé-là. Donc, das tickers, crochet C, égale name. D'accord? Donc, c'est très simple, c'est une liste de compréhension. Donc, je dis, parcours-moi toutes les clés du dictionnaire das tickers. S'il y a une clé qui a pour valeur Adidas, tu me la retournes. Donc, j'aurai une liste avec un seul élément. Si j'exécute ce code, par exemple, vous allez voir, ça va me donner das tickers, attention, das dit. J'avais nommé ça das dit. Voilà, das dit et non das ticker. Dit. Dit. Donc moi, voilà, si j'exécute ça, ça me donne effectivement le ticker. Donc ici,
Je remplace, attention, task ticket. Voilà. Ensuite, j'ai besoin de définir une date de début de téléchargement de données. Donc, je dis datestyle.date. Je veux récupérer les données à partir de 1er décembre 2022, par exemple. D'accord? Et jusqu'à aujourd'hui. Donc, je dis simplement detail.date.today. D'accord? Et si j'affiche les résultats, DF Adidas. Voilà. Donc, il me donne le prix d'ouverture, le prix le plus haut atteint dans la journée, le prix le plus bas atteint dans la journée, le prix de clôture ajusté, d'accord, qui est pratiquement égal au prix de clôture, et le volume d'actions négociées dans la journée. Donc, le volume d'actions Adidas qui a été négocié dans la journée au cours de la période allant du 1er décembre 2022 jusqu'au 1er décembre 2023. Ça, c'est pour une seule entreprise. Supposons que je veux récupérer les données de toutes les entreprises qui constituent la bourse de Berlin, donc qui constitue le DAX. Donc, je dis par exemple All DAX DF, d'accord. Ici, je mets tous les tickers. Donc, DAX tickers. Donc, c'est la liste des tickers qui constituent la bourse de Berlin, d'accord. Et je vais récupérer à partir de, je dis, du 1er novembre 2023 jusqu'à aujourd'hui. DAX DF, j'exécute. Voilà. Donc, il me récupère toutes les données. Et supposons que je veux seulement les données de clôture. Donc, si je veux seulement les données de clôture, je fais tout simplement close. D'accord? Dans les prix de clôture. Donc, close DF. Et il me donne uniquement les prix de clôture. D'accord? Je vérifie que j'ai le même. Je vérifie qu'il a récupéré tout. Bon, on voit déjà ici que c'est 40 colonnes. D'accord? Donc, effectivement, il y a 40 stickers dans la bourse de DAX, donc 40 entreprises. Donc, ça veut dire qu'il m'a récupéré les prix de clôture de toutes les entreprises dans la période allant du 1er novembre 2023 jusqu'au 1er décembre 2023. Voilà. Donc, voici, chers amis, comment vous pouvez utiliser le web scraping avec le Pandas et le package Y Finance pour récupérer les données lorsque vous avez des pages Wikipédia comme ceci. Comme exercice, je vous invite à récupérer de même les données du FTSE100 et du CAC 40. Maintenant, nous allons attaquer la bourse de Tokyo. Ici, il y a une petite particularité, c'est que la liste complète des constituants du Nikkei 225 ne se trouve pas dans une page Wikipédia. Donc, à ce niveau, nous allons utiliser Beautiful Soup pour faire du web scraping. Et donc, je vais vous montrer pas à pas comment, dans un tel cas, vous pouvez utiliser la librairie Beautiful Soup pour récupérer votre table ou bien plusieurs tables. Donc, on passe à la bourse de Tokyo. Tout d'abord, nous avons besoin des librairies request, donc request pour faire des requêtes HTTP. Nous avons besoin de Beautiful Soup et nous avons besoin naturellement de Pandas. Donc, ces bibliothèques sont utilisées pour effectuer des requêtes HTTP, analyser aussi le HTML. Je vais l'URL. Donc, l'URL que nous allons utiliser, c'est tout simplement l'URL de cette page. Voilà. Ensuite, il faut que nous fassions la requête. Donc, il faudra envoyer une requête HTTP GET pour récupérer les données qui sont sur cette page-là. Donc, je vais écrire réponse égale. Donc, je fais un petit commentaire. Je dis envoi d'une requête HTTP GET. Donc, réponse égale tout simplement request, donc request.get URL. J'affiche réponse. Voilà, c'est un objet de réponse tout simplement. Le crochet 200 veut dire quoi? Le crochet 200 veut dire tout simplement que la requête a abouti en fait. D'accord? Donc, quand vous faites des requêtes HTTP GET, il y a des codes qui vont vous retourner.
Par exemple, je sais que s'il retourne 400, ça veut dire qu'il n'a rien trouvé. D'accord? Un truc comme ça. Donc, il y a des codes. Mais le 200, ça veut dire que la requête a abouti. On va quand même vérifier que la requête est bien aboutie. Donc, je fais if response.status.code égale 200 et on va écrire notre code. Donc, je vous montre pas à pas, je dis qu'est-ce que ce code donne. Ça donne effectivement 200. Attention, c'est status code. Voilà, ça donne effectivement 200. D'accord? Donc, si ça donne 200, alors on fait quoi? On va créer un objet soup, d'accord? En utilisant Beautiful Soup, qui va permettre d'extraire des informations, d'accord? Donc, Beautiful Soup response.test, d'accord? Et HTML parser. Donc, en fait, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis en train d'analyser la page HTML que j'ai eu en réponse de ma requête. Je vais l'analyser avec Beautiful Soup en créant un objet soup, d'accord, qui peut être parcouru pour extraire des informations. Et j'ai bien déclaré cette variable à l'intérieur du if, d'accord. Donc, si la requête est aboutie, en fait, si la requête a bien abouti, donc le statut de la réponse est 200, alors je crée cet objet Beautiful Soup, ok. Donc, si j'exécute ça, je fais soup, j'affiche, vous allez voir. Voilà, ça me donne tout ça comme information. OK? Mais nous, on cherche particulièrement une table donnée. Donc, ici, c'est un peu regarder vraiment du HTML, hein, parce que c'est du HTML, il faut déjà connaître un peu le HTML. Mais en fait, on veut récupérer une table et il faut chercher dans quelle classe CSS cette table se trouve. OK? Donc, dans ce cas, on peut, par exemple, inspecter un peu. Attention, je peux inspecter la table. Ici, je me trouve dans Chrome, Google Chrome. Je peux inspecter la table pour voir si je peux retrouver la classe dans laquelle cette table se trouve. Donc, je sais que je ne suis pas un expert du HTML, mais je sais que lorsqu'on parcourt des éléments, on peut trouver, en fait, si on parcourt le code HTML de la page, on peut retrouver les éléments correspondants. D'accord? Donc, on va chercher. Voilà, vous voyez, quand je mets le curseur sur table presse ici, il me sélectionne la table. Donc, ça veut dire que ma table se trouve dans la classe table presse. OK? Donc, je vais utiliser cette information dans mon code. Donc, je dis tout simplement, je dis table égale soup.find. Je cherche une table, donc je mets find table. Une table de quelle classe? Donc, de la classe table presse que j'ai vu précédemment. Donc, je vais voir comment c'est écrit. Table presse. D'accord? Donc, table presse. Voilà. Donc, c'est ce que je cherche. J'affiche table. Voilà. Donc, voici ce que ça me donne. OK? Donc, pour le moment, ce n'est pas sous forme d'une table. Ça, ce n'est pas une table. Si je fais, on va voir ce qu'est objet ça. Type table. Ça, c'est un élément, c'est un tag c'est du HTML en fait, si vous voulez. OK? Donc, il faut que je convertisse ça en une data frame pandas. Donc, je fais df égale pt with HTML str de table. D'accord? Et je récupère en fait le premier élément. Donc, je vous montre. Dans la table, elle est là. C'est le premier élément. D'accord? Donc, classe table presse. Voilà.
Je fais crochet 0. Crochet 0. C'est la fiche DF. Voilà. Donc là, je viens de récupérer ma table. Donc, ça, c'est le web scraping. Vraiment, lorsque vous n'avez pas une page structurée comme Wikipédia où vous pouvez utiliser directement la méthode with HTML de Pandas. Ici, nous avons d'abord envoyé une requête. Nous avons vérifié. Donc, je reprends le process. Nous avons envoyé une requête HTTP GET, stocker la réponse dans une variable. Nous avons vérifié le statut de la réponse. Est-ce que c'est 200? Si c'est 200, ça veut dire que notre requête a vraiment abouti. Ensuite, nous avons créé un objet souple qui va nous permettre de parcourir en fait notre HTML, notre page HTML et récupérer des éléments, extraire des informations. Et c'est ce que nous avons fait en extrayant la table qui se trouve sur cette page-là, qui en fait se trouve dans la classe table presse. D'accord? La classe CSS table presse. Une fois que j'ai récupéré ma table, donc j'ai le nom de la compagnie, donc le compagnie name, j'ai le code et j'ai le secteur. Okay? Ce qui m'intéresse, c'est le nom de l'entreprise et son ticket. Mais petite nuance ici, c'est que les tickets de la bourse de Tokyo ont un suffixe pointé. D'accord? Si je cherche ceci sur Yahoo Finance, donc, on va faire l'exemple. Je vais dans Yahoo Finance. Yahoo Finance. Je cherche par exemple 6857. Est-ce que je vais trouver quelque chose? 6857. 6857. Voilà, 6857. Voilà, c'est ça. Et Advantest.corporation. Advantest Corporation. Vous voyez, c'est 6857.t. Et toutes les entreprises constituant la bourse de Tokyo dans le Nikkei 225 ont ce suffixe là .t. D'accord? Je vois si j'ai bel et bien regardé. C'est Advantest Corporation. C'est l'entreprise qui s'appelle Advantest Corporation. OK? Donc, si moi j'utilise seulement 6857 dans mon ticker au niveau de la méthode download de Yahoo Finance, ça ne va pas fonctionner. Donc, il faut que j'ajoute cela. Donc, je vais tout simplement dire df code qui sera égal à df. Je vais mettre ça à jour tout simplement. Je dis str. Je le transforme d'abord en un str, d'accord, afin d'ajouter le suffixe que je veux, le suffixe pointé. OK? Donc, si j'affiche df, vous allez voir. Attention. Ah oui, c'est grand C. Voilà. Puisque ça, c'est une colonne numérique, d'accord, je le convertis d'abord en un str et j'ajoute le suffixe que je veux. Donc, ici, j'ai bien et bien les suffixes pointés. Voilà. Maintenant, nous pouvons récupérer les tickers. Donc, tickers, c'est tout simplement df code que je vais transformer en une liste. Attention, oui, j'oublie toujours. C'est grand C. Voilà, donc c'est les tickers. Ils sont au nombre de combien? 225. C'est pour ça qu'on dit Nikkei 225. D'accord? Le Nikkei 225. C'est 225 225 entreprises qui constituent la bourse de Tokyo. Et je vais faire maintenant créer le dictionnaire. Dans le dictionnaire, chaque clé sera un symbole et la valeur de cette clé sera le nom de l'entreprise. Donc je dis dict Nikkei égale j'utilise la fonction zip, donc zip df code et df compagnie name. OK? Voilà. Donc ça, c'est mon dictionnaire, si je l'affiche. Voilà. Et même chose, je fais un exemple. Je vais récupérer, par exemple, oui, je prends le premier tout simplement. Je prends le premier. Je dis, supposons que je veuille récupérer les données de cette entreprise-là. Je connais le nom, c'est Advantest Corporation. Là. Je prends ça. Je vais récupérer ça. Donc, je fais le même process. Je dis, mais regarde ça. Supposons que moi, je ne connais pas le tickers. Donc, on va faire la même chose. Je fais load data. Je fais ma liste de compréhension. C'est passé in parcours toute
les clés du dictionnaire. D'accord? Si tu trouves une clé dont la valeur est Advantest Corporation. Voilà. Et ça, je peux utiliser ça au niveau d'une application StreamYard, par exemple, pour permettre à l'utilisateur de choisir non pas le ticker, mais le nom de l'entreprise. Attention, quelque chose s'est mal passé. Advantest Corporation, c'est bel et bien ça. Je me retrouve une liste vide. Attends, c'est in technique if égale name. Ah oui, je comprends. C'est tout à fait normal. Puisque j'avais une variable qui s'appelait name aussi de l'autre côté. Et c'était Adidas. Donc, il faut que je remette à jour la variable. Voilà, il me retrouve le ticket maintenant, c'est bon. Donc, je vais nommer ça DF2 par exemple. OK, et j'ai besoin d'une date de début. Donc, start égale, je dis datetime 2023, 1er novembre 2023. Et le end, je dis datetime.date.today, à date d'aujourd'hui. D'accord? DF2. Voilà. De même, je peux récupérer les données de toutes les entreprises qui constituent cet indice possible. Donc, je dis DF égale load data de tickers. Non, ce tickers, je l'ai bel et bien défini quelque part. Voilà, très bien. Tickers, je prends à partir de, je prends la même période. Une période de 1 mois. C'est quand même 225, hein, ça peut prendre du temps. Donc, si c'en est ainsi, je vais récupérer uniquement en même temps les données de clôture, les prix de clôture en fait. Donc, voilà. Donc ici, je vais partir à partir du 15 novembre. Comme ça, j'aurai vite le résultat. Donc, ça va charger et me donner les prix de clôture des 225 entreprises qui constituent cette bourse-là sur la période du 15 novembre 2023 à aujourd'hui. D'accord? Donc, la date la plus récente disponible dans Yahoo Finance. Voilà. Donc, voilà le résultat. Eh bien, chers amis, voilà comment vous pouvez récupérer les données de la bourse du Japon. Donc, scraper les données de la bourse du Japon. À travers les deux vidéos, je vous ai montré comment récupérer les données du S&P 500, du DAS et du Nikkei 225. En ce qui concerne le FTSE 100, qui est la bourse de Londres, et le CAC 40, qui est la bourse de Paris, vous pouvez suivre le même procédé, d'accord, en utilisant uniquement la méthode with HTML Pandas, vous récupérez la table des constituants de l'indice et ensuite vous utilisez Yahoo Finance pour télécharger les données. Tout ceci, ce serait intéressant de l'avoir directement dans une application Streamlit. Donc, je vous invite à faire comme exercice encore, créer une application Streamlit où vous allez permettre à l'utilisateur de choisir déjà l'indice boursier. Est-ce qu'il veut choisir le S&P 500, le DAS, le Nikkei 225, le FTSE 100 ou le CAC 40? Et quand il choisit un indice boursier, il a automatiquement une liste déroulante avec les valeurs, avec comme valeur les noms des entreprises qu'il y a dans cet indice boursier. Donc, si par exemple l'utilisateur choisit CAC 40, il aura uniquement les 40 entreprises du CAC 40. S'il choisit le DAS, il aura uniquement les entreprises du DAS. S'il choisit le S&P 500, il aura uniquement les entreprises du S&P 500. Et ce sera dans cette liste roulante, ce sera plutôt les noms des entreprises. Donc, à vous de savoir écrire votre code de telle façon qu'en back-end, quand je choisis le nom d'une entreprise, ça puisse être le ticker qui sera utilisé en back-end pour télécharger les données. Et je vous ai montré comment le faire facilement. Donc, ceci marque la fin de ce tutoriel sur le web scraping des données boursières des 5 plus grands indices boursiers dans le monde. Je vous remercie de m'avoir suivi et
merci de mettre un like, un petit commentaire de ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé, ce que vous aimeriez que j'améliore, et aussi de partager massivement la vidéo pour que la communauté s'agrandisse, qu'on ait beaucoup plus d'abonnés sur la chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres tutoriels et formations en data science.